Bienvenue à tous sur la chaîne Géodécime. Nouvel épisode de la base. Cette fois-ci, on va parler des heures planétaires. Alors, j'ai choisi volontairement que cet épisode arrive après l'épisode d'Antidote de la semaine passée où on a parlé notamment du sacré. Pas d'astrologie sans sacré. Vous verrez que ça a son importance pour bien comprendre la notion d'heure planétaire. Mais avant d'en arriver là, on va travailler ensemble à comprendre ce que sont les heures planétaires et leur utilisation en astrologie. Le principe de base, il est assez simple. On a une semaine qui est découpée en 7 jours. De ces 7 jours, on peut déduire une dominance planétaire que l'on appelait par le passé le roi ou le maître de l'air. En fait, cette correspondance planète-jour de la semaine, vous la connaissez, je pense, à peu près tous. Elle nous vient depuis l'Antiquité. Donc le dimanche, jour du soleil, le lundi, le jour de la lune, le mardi, jour de Mars, le mercredi, jour de Mercure, jeudi, jour de Jupiter, vendredi, jour de Vénus, et le samedi, jour de Saturne. Et on a fait le septénaire. Et ensuite, on recommence. Eh bien, chacun de ces jours de la semaine se voit découpé en 24 portions. 12 heures qui correspondent à des heures où le soleil est présent, qu'on appelle les heures diurnes, et 12 heures où le soleil est absent, qu'on appelle des heures nocturnes. Et on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble une table des heures planétaires. Alors là, c'est une table que j'ai récupérée de chez Piob, Pierre Piob, un occultiste du 19e siècle. Alors, je vais vous mettre ce petit document à l'image. Toc. 19e, 20e siècle, Pierre Piob, pardon, il est né à la fin du 19e. Du coup, on a, vous voyez, c'est assez simple, on a une table avec les jours de la semaine et en dessous, vous avez les heures diurnes et les heures nocturnes. Comment ça se fonctionne? Et ce document, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le créer vous-même, vous n'avez pas besoin d'avoir ni d'éphéméride, ni même de calculatrice pour avoir ce document-là, précisément. On précisera dans la deuxième partie d'autres choses, mais on va apprendre que, si vous voulez bien, le point suivant en convenance, le dimanche, on va dire que c'est le premier jour de la semaine. On peut choisir dimanche, lundi, ça dépend des cultures. Si le premier jour est donc le dimanche, c'est le jour du soleil, la règle en astrologie est que la première heure du jour qui est consacrée à une planète est elle-même l'heure de la planète du jour. Donc par exemple pour le dimanche, on va avoir le soleil en première heure. Comment on détermine les heures qui vont suivre? Sachant qu'on a forcément 23 autres segments, 24 au total avec cette heure-là qu'on aura définie, à établir. Eh bien c'est simple, on va utiliser ce qu'on appelle l'ordre chaldéen. L'ordre chaldéen nous vient donc du temps des Babyloniens, et c'est l'ordre suivant, on prend la vitesse croissante des planètes et on avance en fonction de la vitesse croissante de celle-ci vue de la Terre. C'est un système qui a été établi au moment du géocentrisme. Donc, la première planète, c'est Saturne, c'est la plus lente pour nous. Ensuite, c'est Jupiter, puis Mars, puis le Soleil, perspective géocentrique, donc on considérait la rotation du Soleil, puis Vénus, Mercure, et enfin, la dernière planète et la plus rapide aussi pour nous, la Lune. La Lune qui donc termine le cycle. Et on recommence ensuite. Quand je dis on recommence, c'est que on va retrouver, pour déterminer les heures planétaires, cette logique. Vous décidez, par exemple, on a pris le dimanche, d'établir un calendrier pour vous. Donc le dimanche, c'est le soleil qui va commander la première heure. On vient d'évoquer la règle. La deuxième heure, on ne va pas mettre Saturne. La deuxième heure, on va prendre cet ordre chaldéen et on va regarder qu'est-ce qui suit cette planète en premier lieu. Donc, le dimanche, soleil, l'heure qui vient juste derrière, eh bien c'est l'heure de Vénus, dans l'ordre chaldéen. Puis, on aura l'heure de Mercure et enfin la Lune. Une fois arrivé à la Lune, on repart à Saturne. Donc ça nous donne première heure le soleil,
Deuxième heure de la journée dédiée au Soleil, c'est Vénus. Troisième heure, c'est Mercure. Quatrième heure, c'est la Lune. Et à la cinquième heure, on repart sur Saturne. Et on redescend comme ça pour faire la totalité des heures, jusqu'à la dernière heure nocturne de la journée du dimanche. Et vous avez ainsi, avec ce simple moyen mémotechnique, la capacité de diviser en 24 périodes le jour X de la semaine, hein, peu importe lequel, et vous savez que la première heure, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, etc., à quelle planète elle est dédiée. C'est un système qui est relativement simple à mettre en place, et juste le fait de le faire soi-même et de se faire son petit tableau dans ses cahiers de notes, eh bien, ça nous permet de nous familiariser avec la compréhension. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, comme on disait, en montant. Donc, les heures planétaires, c'est cette division du temps qui nous relie au macrocosme. C'est la première des choses qui doit venir à notre esprit, en fait, hein, quand on travaille les heures planétaires, c'est de se dire, bah voilà, comment je me relie au macrocosme. Et ben, je me relie au macrocosme en divisant le temps en échelles de plus en plus petites pour être au plus proche ou le plus aligné possible avec les influences de telle ou telle planète. Donc, relativement assez simple comme pratique. Bien, une fois qu'on a déterminé ça, on peut quand même dire quelques mots sur l'origine de cette découpe du temps, et en tout cas pour calculer les durées. Mais on va tout simplement regarder ensemble un petit slide que j'ai préparé pour voir de quand à peu près on trouve des traces de ces mentions de découpe. Alors, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, on va retrouver des structures du jour planétaire avec 24 heures réparties en 7 planètes, pour 7 planètes, et qui, elle, commence, cette idée, à se diffuser dans le bassin méditerranéen. On va le retrouver aussi dans des papyri grecs magiques, du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc on a des références, hein, plus ou moins directes à des rituels et aux heures où la planète qui est concernée par le rituel est centrale. On peut citer des astrologues assez connus comme Vettus Valens, 2e siècle après Jésus-Christ, contemporain de Ptolémée, celui qui a écrit donc les anthologies en 9 volumes et qui nous est parvenu et qui est traduit d'ailleurs en anglais, où il fait mention du cycle planétaire et au niveau horaire. Ensuite, on va avoir la même application dans une perspective, cette fois-ci religieuse. On en retrouve des traces donc, dans les écrits talmudiques, dans les textes byzantins, notamment d'Héphaïstion de Thèbes au 5e siècle, qui va confirmer donc la doctrine des heures planétaires, et puis au Moyen-Âge, donc un peu plus tardif, à partir du 7e, 8e, 9e siècle jusqu'au 13e, on va retrouver notamment dans les traductions arabes qui ont été faites durant les invasions de ceux-ci, où ils consolident, ils approfondissent ces doctrines, et on va retrouver aussi des écrits qui, on va dire, utilisent l'astrologie pour consacrer dans un cadre magique, notamment des talismans, par exemple, mais aussi encadrer des rituels de théurgie, etc., etc. C'est un petit rappel pour vous faire traverser un peu le temps. Donc ça paraît assez bref. Vous voyez qu'on s'arrête là à la limite du XIIIe, XIVe siècle. Et en fait, quand on parle de Babylone, alors si on parle de la Babylone originelle, on est au XVIIIe siècle, voire même on a des traces jusqu'au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que ça fait 3000 ans déjà, plus 1300 ans derrière, 1400 ans derrière. Donc on remonte à 4000 ans en arrière. Donc c'est une notion qui dit quoi? Elle dit l'être humain, le cherchant, le savant également, puisque ce sont des savants, les gens qui écrivent à ce moment-là des textes qui traitent de la physis et aussi de la physique du cosmos, ces êtres-là sont profondément reliés avec le sacré, puisque le but de tout ça, c'est de coordonner son action
de façon à quitter le temps profane pour entrer dans le temps sacré. C'est pas simplement pour faire de l'astrologie qu'on appelle horaire et qui nous sert à répondre à des interrogations précises sur des questions qu'on se pose par oui ou par non, où les heures planétaires ont tout leur intérêt, et puis créer des thèmes qu'on appelle auspicieux, ou ce qui rentre dans la pratique de l'astrologie élective, c'est-à-dire trouver le bon moment du ciel pour effectuer telle ou telle pratique, pour accomplir telle ou telle mission, ou faire telle ou telle guerre, ou que sais-je encore. Bref, accorder son intention avec le ciel. C'est ça principalement les outils dans lesquels on va retrouver les heures planétaires. Mais la cause profonde, c'est ce rapport que l'on cherche à avoir avec le divin. Donc quand on cherche un point commun avec les sciences sacrées, entre les sciences sacrées, hormis le fait qu'elles vont, par exemple, aller chercher auprès de l'hermétisme certaines notions, ou qu'elles partagent un certain amour des choses qui ne sont pas dites, c'est-à-dire de l'ésotérisme, tout ce qui n'est pas publiquement énoncé dans les textes, eh bien les heures planétaires, on va dire, et leur mise en place progressive, trahissent et traduisent cette quête de rapprochement vers le divin. Vous savez qu'on parle de ce mouvement d'involution et de descente, et d'évolution de retour vers la source. Bon, eh bien les heures planétaires servent à coordonner nos travaux pour les réaliser au moment les plus proches de leur efficacité en fonction des planètes qui dominent. Alors, si je m'arrête là-dessus, c'est parce que ça fait entrer un autre concept, qui est le concept qu'on a vu, notamment dans les sphères célestes, qui est celui de cause seconde. C'est comme ça que le disait, ou les appelait plutôt Jean Tritem, mais j'aime bien cette expression, cause seconde. Les planètes, au départ, sont vues comme des divinités à part entière. Certains courants, de Sumer, etc., on va avoir la Lune, qui va être un dieu masculin pour certains, mais si on s'éloigne un peu de la perspective astrologique et de prendre la notion d'astre comme divinité directe, la première notion qui nous permet de nous intéresser à des causes secondes, c'est-à-dire à des, comme je l'ai mis sur le panneau titre, les esprits de la présence, ou les génies de la présence, ou des génies, des djinns, des djouns, des anges, des archanges, que sais-je, des intelligences planétaires aussi, vous trouverez comme expression. Bien, cette volonté-là, elle prend sa source dans une religion qui est déjà une religion qu'on trouve comme un proto-monothéisme, en fait, qui est la religion du masdéisme et du zoroastrisme, qui est issu du texte l'Avesta, et où il y a une divinité, Ahura Mazda, qui est vue comme étant la divinité supérieure, et il a, on va dire, des intercesseurs ou des émanations qui vont recouvrir différentes tâches, les Ameshas Penta, je crois, et on va s'arrêter sur le concept plus que sur le détail du zoroastrisme. L'idée, c'est que la manifestation première a des causes secondaires plus accessibles qui régissent un certain nombre d'éléments de la création ou de la manifestation. Et depuis que vous suivez la base, je pense que vous avez compris que l'astrologie est très reliée au développement à la fois des mathématiques et de l'observation astronomique, bref, de la science, depuis l'Antiquité. Après, ça s'est détaché, évidemment. Et en même temps, elle est reliée aussi aux concepts philosophiques, puis métaphysiques et religieux des époques qu'elle traverse. Et donc, s'installant dans ce grand bassin méditerranéen et aussi du côté du croissant fertile, donc la Babylone, la Mésopotamie et plus à l'est encore la Perse, s'installent déjà des croyances comme le masdéisme, qui sont une croyance en un être, on va dire, supérieur et des causes secondes. À savoir qu'il y a même l'introduction de la notion binaire, puisque, par exemple, pour le masdéisme ou le zoroastrisme, vous avez la notion de mal, Ahriman, c'est son nom. Alors,
vous le trouverez aussi sous d'autres appellations, enfin on va garder Ahriman pour là, c'est son nom en tant que contraire de l'émanation divine, le bien, pour dire les choses de façon très simple. Et on a des entités qui vont se relier plutôt du côté du bien, plutôt du côté du mal, de la lumière, de l'ombre. Vous avez compris le mécanisme. On va retrouver cette mécanique-là dans les monothéismes lorsqu'ils vont éclore, à commencer par le judaïsme, et ensuite dans la chrétienté, surtout sous l'impulsion du concile de Nicée, puis de Thessalonique, donc au moment de Constantin, quand il commence à prendre le rôle de religion dominante dans l'Empire romain d'Orient, ce qu'on appelait Byzance, hein, voilà, quand on parle de l'Empire byzantin, bah c'est ça, c'est l'Empire romain d'Orient. Et donc l'idée, c'est que ces causes secondaires, elles doivent être plus accessibles, entre guillemets, que la divinité elle-même qui reste impénétrable, intouchable, non... on ne peut pas la définir. Voilà. C'est pour ça qu'on parle d'ineffable. Alors, c'est là que s'opère un schisme. Et si j'en parle dans les heures planétaires, parce que pour moi, c'est le lieu d'en parler. Les monothéismes vont avoir des postures un peu différentes, mais qui arrivent finalement à la même chose. Vous avez le judaïsme, premier, antique, qui va réfuter l'idée d'une quelconque division du divin, et donc existe au départ la notion de planète, notamment, qui pourrait être la représentante de certaines choses en lien avec le divin. Je parle bien initialement, hein, et pour la religion, non pas la partie ésotérique, mais la partie voilà, complètement déclarée. Pareil pour l'islam, qui arrive plus tardivement, hein, passe l'Hégire, etc. Donc on arrive 8e, 9e siècle. L'islam réfute l'idée que Allah, Dieu, soit sécable, ou soit sous la dépendance, ou ait besoin de quelconque autre intercesseur pour agir. Et puis, vous avez la position intermédiaire du christianisme. La position intermédiaire du christianisme, c'est celle de la Trinité, des trois hypostases, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, cette notion-là, cette notion de Trinité, elle est rejetée complètement, hein, par les Juifs, par les Hébreux, et elle est rejetée aussi complètement par l'islam. Pour les pères de l'Église, qui vont travailler à essayer de faire entrer les traditions paganistes, païennes, dans le culte du christianisme, et notamment dans l'Église catholique romaine, eh bien, il va y avoir un enjeu syncrétique. Au départ, l'astrologie ne va pas être complètement mal perçue, puisque il y avait déjà des cultes au dieu Mars, par exemple, dans l'Empire romain. Donc, dieu Mars, il était assimilé à la planète qui porte le même nom. Mais vous aviez aussi toutes les anciennes divinités du panthéon grec ou gréco-romain, avec leurs diverses appellations. Vous aviez des cultes qui étaient de loin issus, notamment du masdéisme et du zoroastrisme, parce qu'il y a eu des guerres avec les Perses. Donc, par exemple, on va avoir l'apparition du mitraïsme romain, donc de la divinité Mitra, qui va être assez éloignée de la présence Mitra originelle, mais qui va être une religion avec un culte à mystère dont on va perdre aussi beaucoup de choses, puisque la tradition est essentiellement orale. Et donc au IVe siècle, on est en pleine expansion, hein, pour rappel, Ptolémée c'est 150 en gros, Vétus Valens aussi, voilà, donc le 2e siècle après Jésus-Christ, et puis vous avez l'arrivée des néo-platoniciens, un peu plus tard, 4e, 5e siècle, donc Plotin, Jamblique, etc., qui vont penser le rapport au divin et à la nature avec des intercesseurs. Le néo-platonisme est très relié à la pensée qu'on peut avoir, à l'approche qu'on peut avoir en tant qu'astrologue sur la compréhension de notre rapport au divin. Tout ça fait que les pères de l'Église notamment vont dans un premier temps inclure certains rites qui sont en corrélation avec cette idée que les astres errants
comme les appelaient les Grecs. Donc les planètes sont des manifestations du divin, voire même sont des sphères de manifestation du divin. Et la notion du divin et de ces trois hypostases, que sont donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis pour arriver à la réfutation. On va réfuter ça, c'est pour ça que vous avez des astrologues comme Firmicus Maternus qui commence par faire le Mathésis, qui rédige le Mathésis, qui est une pièce centrale quand on veut apprendre l'astrologie. Et puis à la fin de sa vie, il fait une réfutation complète de l'astrologie, puisque il y a une dominance dans le monothéisme qui est il ne faut pas qu'il y ait de concurrence à la divinité, donc on doit absolument rayer la notion de lien, hein, pour le dire comme ça, ou de quelconque co-divinité, pour s'éloigner le plus de la mythologie originelle et des héros, c'est-à-dire de ces semi-divinités. Bref, on a besoin de créer quelque chose de totalement indépendant des anciennes croyances. Mais voilà, l'astrologie, elle continue son bonhomme de chemin. Quand je dis elle continue, c'est que les gens qui observent le ciel ont leurs propres convictions et il n'en demeure pas moins que les gens qui sont dans une quête spirituelle continuent à avoir des correspondances, chaque mot est son importance, entre ce qui se passe dans le ciel et dans le monde. Désormais, on connaît un peu l'appellation sublunaire, donc dans le monde supralunaire et dans le monde sublunaire. La théorie des correspondances, des analogies, elle continue, notamment par la médecine. Les plantes de nature saturnienne, de nature mercurienne, de nature martienne, etc. Et toute autre forme de manifestation, voire plus tard, bien plus tard, quand on parlera de phénoménologie, toute forme de phénomène est induite par une volonté divine qu'on ne remet pas en cause, mais se manifeste avec différents niveaux pour arriver jusqu'à la sphère qui nous concerne nous, c'est-à-dire le monde sublunaire. La Lune étant la réceptrice qui sert de kaléidoscope et qui fait la synthèse de toutes ces influences et qui corrompt les éléments en fonction des influences pour donner vie à différentes choses. En tout cas, pour transmettre la volonté divine. C'est le réceptacle dernier, en fait. On va pas détailler, on va pas faire une exégèse de chaque approche, mais vous avez notamment dans les sciences sacrées, l'alchimie, on va les rappeler, astrologie, alchimie, théurgie, c'est-à-dire la magie dédiée à la recherche du divin, au fait de se rapprocher du divin. Et puis vous avez l'étude de la Kabbale originelle hébraïque, puis la Kabbale lourianique, d'Isaac Luria, dit le Harizal, hein, donc c'est le lion, je crois. Et vous avez la Kabbale hermétique plus proche de nous, qui est plutôt une redécouverte, on va dire, des occultistes du 19e siècle, qui s'appuie sur le corpus hermeticum et sur les enseignements du Trismégiste, et qui voit, et qui essaye en tout cas de créer une interprétation purement occultiste et ésotérique de la Kabbale, mais d'un point de vue vraiment de ce qu'ils appellent l'occultisme. C'est pour ça qu'on trouve aussi différentes écritures de la Kabbale. Quand vous la voyez écrite avec un C, souvent, hormis le fait de dire c'est une Kabbale, c'est un complot, c'est l'étude de la Kabbale chrétienne, c'est-à-dire la volonté aussi de retrouver le même travail qu'avaient fait les Hébreux avec leur propre analyse des textes sacrés. On va essayer de faire la même chose avec la Septante, hein, la Bible traduite en grec, et on va essayer de traduire les textes et de comprendre en profondeur le sens des choses pour créer une Kabbale chrétienne. Et puis vous avez la Kabbalah qui va garder juste l'essence de la réflexion, la Kabbalah moderne, hein, Madonna, les petits bracelets rouges, blablabla. Vous connaissez un peu la chanson, et on a la Kabbale donc hébraïque, originelle, et lourianique qui est continuatrice, qui travaille sur la logique des séphirotes, et où chaque séphira représente un travail de l'émanation du divin. On va parler d'émanation, on va pas parler d'hypostase en tant que telle. Depuis la brisure des vases, au moment où il se passe quelque chose après le Tzimtzum,
quand Dieu se retire, jusqu'à la descente, les étincelles de lumière qui sortent de la brisure des vases, jusqu'à la descente, jusqu'à Malkout en fait, et les parallèles qu'on fait avec les planètes. Vous savez qu'en Kabbale, vous avez différentes traductions de l'arbre de vie, de l'arbre des séphirotes, avec des correspondances planétaires. Certaines sont assez fantaisistes, et puis vous avez les traductions originelles. Et vous avez les associations avec les entités qui y correspondent. Si je vous parle de tout ça, c'est pour que vous compreniez que les heures planétaires, elles deviennent centrales à partir du moment où un alchimiste veut créer un fluide, un concentrateur fluidique par exemple, ou veut créer une teinture mère, ou veut travailler en fait son creuset, il va aligner son travail en fonction des métaux qui ont aussi une correspondance planétaire, le Saturne, le plomb, l'étain avec Jupiter, l'argent avec la Lune. Bon, vous avez toutes ces notions-là qui veulent être on va dire qui pour être suivis de plus près et au plus juste, peuvent être faits sous des moments auspicieux. Pour ça, il faut connaître aussi l'astrologie, pour définir les moments où les planètes sont plutôt bien aspectées, correspondent à des métaux et à la nature de l'opération qu'on veut faire, mais aussi à l'heure et au jour. Là, elles y trouvent une utilité. Et en magie, en théurgie, c'est exactement la même chose. On va se rapprocher du moment qui est le plus juste pour faire tel ou tel rite, ou consacrer tel ou tel talisman. Ça, c'est important. Et donc, ça fait un pont. Voilà, là aussi, il faut être capable de concevoir, de dresser un thème astrologique, ce qui n'était pas chose simple. Hein. On se remet dans la perspective qu'il n'y a pas d'ordinateur, il y a très peu d'éphémérides, et les calculs pour dresser un thème, et encore plus pour y tracer des maisons, c'est pas une mince affaire. Et puis, l'étude de la Kabbale, comme je vous ai dit, il y a des séphirotes. Chaque séphira peut correspondre à une nature planétaire. Et donc tout ça relie les éléments des sciences sacrées entre elles. C'est pour ça que j'en parle dans cet épisode donc des heures planétaires. Alors, globalement, si on veut travailler les heures planétaires, on va résumer dans cette première partie très vite le fonctionnement. On va considérer que chaque planète va influencer selon sa nature, donc la nature de la planète, par exemple, l'énergie du moment. Ça, c'est une vision la plus simple. Aujourd'hui, certains vont même jusqu'à parler de l'ambiance psychologique. Alors, je vais vous donner des exemples. Sous l'heure de la Lune, on va avoir une sensibilité accrue, une réceptivité qui va aussi être accrue. Et puis tout ce qui est lié à l'imagination, à la mémoire, aux souvenirs. Sous les heures de Mercure, c'est les heures de grande agitation mentale. Mais c'est aussi les moments où on peut faire preuve d'éloquence, où on peut être aussi dans une vivacité d'esprit. Pour Vénus, on va rechercher l'harmonie, la douceur, la sensualité, les choses qui sont liées à l'amour. Pour le Soleil, on va travailler la confiance, on va travailler la volonté, on va travailler l'image qui s'impose, la clarté. Sous Mars, on va travailler le dynamisme, la combativité. Parfois aussi, il va falloir lutter avec l'impatience. Sous Jupiter, c'est plutôt des quêtes d'expansion, d'optimisme, les belles opportunités qui s'ouvrent à nous. Et puis sous Saturne, on ramène des notions de rigueur, d'introspection, de lenteur, une sorte de contraction qui s'opère. Et évidemment, plus vous avez une dominante proche de ces thèmes, de ces heures, de ces planètes, plus cela est marqué. Je précise, c'est pas du détail les heures et les jours planétaires. Si vous prenez le calcul, je vous parle dominante, vous prenez en dehors de la dominante psychologique, qui est un apport moderne, la dominante Berton ou autre, vous prenez le calcul de l'almuten figuris, c'est-à-dire de la figure tutélaire du thème, celle qui a le plus de dignité dans l'ensemble du thème. Celle sur qui Volgin, au début du XXe siècle, a consacré un livre qui s'appelle Le Maître de Nativité, et dedans, il y a des tableaux avec un certain nombre de calculs que vous pouvez retrouver notamment dans Olympia, puisque je crois qu'ils les ont, je sais qu'ils les ont repris. Et pour valoriser une planète, vous avez des points qui sont attribués en fonction du fait, en fonction du fait si la planète est
maîtresse de l'heure et maîtresse du jour d'une naissance, par exemple. Donc si vous êtes né un samedi, qui plus est sous l'heure de Saturne, donc la première heure, mettons, du samedi, première heure diurne du samedi, vous êtes né sous l'heure de Saturne, donc Saturne déjà prend de l'importance dans le thème. Alors si vous avez en plus un ascendant saturnien, ça va le renforcer, etc. etc. S'il est maître du soleil. Donc c'est la notion d'heure planétaire et de jour planétaire, on va dire par extension, mais le jour planétaire c'est assez simple, sont des moments importants de la logique astrologique qui ont leur utilité. Donc c'est central. C'est pas si anecdotique que ça. Et aujourd'hui, on va retrouver dans l'utilisation un peu plus mainstream, l'utilisation des heures planétaires, ça intervient surtout dans l'astrologie des interrogations. C'est-à-dire, voilà, à quelle heure je pose telle ou telle question, est-ce que la question est radicale du fait que je suis sous telle heure? Voilà, par exemple, pour le dire très vite. Pour résumer, les heures planétaires se divisent en 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Elles sont reliées pour leur distribution dans les jours de la semaine à la planète qui maîtrise le jour de la découpe par 7 de nos semaines, en 7 moments. Et elles propagent l'influence selon la nature de la planète qu'elles représentent. Elles le mettent en évidence, elles le mettent en exergue, ce domaine de la planète, durant l'heure qu'elles gouvernent. C'est une façon d'accorder notre horloge intérieure, notre montre intérieure, entre notre espace profane et le sacré. Si cette première mise en bouche vous a intéressé, je vous invite à aller sur l'espace souscripteur pour découvrir un peu plus de cette utilisation des heures planétaires, comprendre les subtilités, comment on va les calculer, parce qu'on peut affiner le calcul évidemment, et voir un certain nombre d'autres choses. Et ça, c'est pour la deuxième partie. Je vous dis à très vite sur la chaîne du Haut Décime. Ciao.